Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bienvenue en Amérique du Sud, bienvenue en Argentine. Je me trouve sur le delta du Tigre, qui doit son nom aux félins qui peuplaient la région à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. C'est un peu l'embouchure du fleuve qui mène à Buenos Aires, la porte d'entrée vers Buenos Aires. Nous sommes à 30 km de la capitale argentine que nous allons visiter. Nous allons y rencontrer les Bretons. Ensuite, on s'envolera vers le Chili, Santiago et on finira par Valparaiso. 3 villes ce mois-ci d'Amérique latine, dans Breton d'ailleurs. Mais on commence par Buenos Aires qui est juste au bout de ce fleuve. Ce fleuve, c'est le Rio de la Plata, littéralement le fleuve de l'argent, car ce métal était abondant à l'époque de l'arrivée des conquistadors. C'est lui qui donna son nom au pays, l'Argentine, au XVIIe siècle. Ironiquement, c'est aussi l'argent, dans le sens de monnaie, des finances, qui fit tant de mal au pays, puisqu'encore aujourd'hui, il ne parvient pas à juguler une inflation importante de plus de 30%. En remontant ce fleuve, on arrive donc au port de Buenos Aires. Les 3 millions d'habitants de la ville s'appellent d'ailleurs les porteños, les habitants du port. Nous sommes ici dans le quartier de Puerto Madero, le plus jeune des quartiers de la capitale, avec ses docks réaménagés en 1990 sous Carlos Menem, ses tours et son pont emblématique, le pont de la Femme, inauguré en 2001. Il constitue désormais l'un des symboles de Buenos Aires, au même titre presque que la célèbre obélisque, véritable icône de la capitale, qui fut bâtie en 1936 à l'occasion des 400 ans de la première fondation de la ville. Car les conquistadors durent s'y reprendre en effet à 2 fois pour établir leur base, tant ils trouvèrent une résistance acharnée ici de la part des Indiens. Il fallut donc attendre 1580 avant que Buenos Aires ne ressuscite sous l'impulsion de Juan de Garay, dont la statue s'érige en face de la Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif. Sur ce balcon, le président actuel, Mauricio Macri, improvisa des pas de danse très commentés lors de son intronisation en 2015, là où Eva Perón haranguait la foule plusieurs années avant. Figure légendaire du pays qui offrit le droit de vote aux femmes et œuvra pour les plus démunis dans les années 40 et 50, l'effigie d'Evita se rencontre partout dans la ville. Sur les monuments, sur les statues, les fresques et bien sûr dans ce cimetière où son caveau est le seul à être fleuri. Dessiné par un Français, Prosper Catelin, ce cimetière est à l'image du quartier qu'il abrite, Recoleta. Un quartier pipi-coucou, comme on dit ici, c'est-à-dire chic, élégant, bourgeois. En témoignent les immeubles de style haussmannien des environs. C'est dans l'un d'entre eux que l'on rencontre notre première Bretonne, Morgane. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour, ça va bien? Oui, bien. Elle est directrice commerciale d'une agence de voyage qui emploie une dizaine de personnes. Après avoir vécu 3 ans en Équateur, elle réside ici depuis 2 ans et nous confirme que la vie à Buenos Aires ressemble un peu à la vie à Paris. En fait, dans la rue, on peut avoir l'impression de croiser des Français, d'être en Europe. On pourrait très bien être à Barcelone dans certaines rues. Dans d'autres rues, on est à Paris. Dans le quartier de Recoleta, par exemple, l'architecture, on peut se croire à Paris. En fait, pour moi, vivre ici, c'est un peu comme vivre à Paris, mais à un côté plus détendu. En Argentine et en Amérique du Sud en général, la culture est beaucoup plus orale. Et il y a une valeur de la parole orale aussi, à laquelle en France, on donne surtout de la valeur à l'écrit. Ici, si un fournisseur te dit c'est bon, à l'oral, c'est que c'est bon. En France, on va se dire tant qu'il ne m'a pas confirmé par écrit, je ne vais pas avoir autant confiance. En tout cas, Morgane semble s'être acclimatée aux coutumes locales. Elle consomme à toute heure le sacro-saint maté, une espèce de tisane à base d'herbes dont les Argentins sont très friands. Dégustation.
Ce qu'on appelle le maté, c'est le pot en fait, dans lequel on le boit. Et ça, c'est la yerba. C'est comme du thé très concentré. Et donc, ils boivent ça avec la bombilla, qui est une sorte de paille avec des trous. On met un peu d'eau chaude et on goûte. C'est amer. Ouais, c'est pas mal. Je quitte cette Malouine pour évoquer d'autres Malouines, les îles, associées depuis les années 80 à cette dernière guerre que l'Argentine mena et perdit contre le Royaume-Uni. Ces croix rendent hommage aux 649 soldats argentins tués lors du conflit. Elles se trouvent sur la place centrale de la capitale, la place de Mai, lieu emblématique d'hommage et de protestation, comme celle de ses grands-mères et de ses mères, qui continuent de défiler ici toutes les semaines depuis 40 ans maintenant. Les premières ont perdu leurs petits-enfants kidnappés et adoptés par des militaires sous la dictature de 1976 à 1983. Les secondes ont perdu leurs enfants, disparus à la même période, enlevés, torturés puis exterminés dans des centres comme celui-ci, en plein cœur de la capitale. Quelques 30 000 jeunes disparurent ainsi à jamais. J'ai rendez-vous à présent avec un Rennais. Bonjour. Bonjour Franck. Enchanté. Sans doute le seul coiffeur breton d'Argentine. Franck habite ici depuis 12 ans. Il est marié à une porteña, Maria, avec qui il a 2 enfants. Et il possède ce studio de coiffure. Il constate plusieurs différences. La relation client-coiffeur argentin est très différente de la relation client-coiffeur français ou étranger. L'argentin, quand il va chez le coiffeur, il sait déjà ce qu'il veut et il explique comment le faire. Alors que le client étranger a plus confiance dans la pratique du coiffeur, que c'est son métier, et ne sait pas forcément ce qu'il veut faire, donc demande des conseils au coiffeur. Ah si, en Estados Unidos. Ah si. Beaucoup de mannequins m'appelaient mi amor, qu'en France, mon amour, ça ne se dit pas à part à son couple, bien évidemment, et ici, mi amor, c'est un mot très classique. Ici, on vit au présent, alors que je crois qu'en Bretagne, on a plus tendance à vivre petit à petit, après, c'est quelque chose de ferme, de sûr. Ici, le sûr, c'est au présent. C'est tout de suite, c'est maintenant. Demain, on ne sait pas. Je quitte Franck pour découvrir un autre quartier de Buenos Aires, la Boca, connu pour ses maisons de tôle colorées, ses ruelles pavées, ses terrains de football et son stade de la Bombonera, la bonbonnière. Si les Argentins sont en majorité catholiques et très fiers de leur pape argentin, la vraie religion ici, c'est bien le football. Véritable religion nationale. Maradona en est son dieu et voici son messie. Buenos Aires est véritablement une ville de statues et le quartier de la Boca ne déroge pas à cette règle. On rencontre ici aussi bien l'Argentin Che Guevara que le Toulousain d'origine et star nationale du tango, Carlos Gardel, ainsi que d'autres icônes sportives telles Guillermo Vilas, le pilote automobile Fangio ou Gabriela Sabatini. Beaucoup de noms sont à consonance italienne. Et de fait, la moitié de la population argentine a une ascendance italienne, soit environ 20 millions de personnes. Mais la France et les Français sont présents également. Hervé de Guébriant, lui, a la double nationalité. C'est un vrai Argentin, né à Buenos Aires, et un vrai Breton, fils d'immigrants. Alors, mon père est arrivé ici dans les années 52, très exactement, ingénieur agronome, diplômé à Rennes. De Gaulle arrive ici en Argentine en 64. Et quand arrive De Gaulle, qui le remercie pour le travail effectué ici à Buenos Aires et en Argentine en général, lui demande, écoutez Guébriant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et mon père lui dit, mon général, laissez-moi en Argentine jusqu'à ce que je désire en partir. Et il a tenu parole. Donc 24 ans de permanence comme diplomate dans un pays, je crois que vraiment, j'ose dire que c'est le record absolu du Quai d'Orsay de quelqu'un envoyé depuis la France et non pas recruté local. Quant à Hervé, il porte le prénom de son grand-père illustre en Bretagne. Grand promoteur du mutualisme agricole breton et père fondateur des ancêtres de Groupama et du Crédit Mutuel de Bretagne, Hervé Bude de Guébriant. De cette lignée, il est le seul descendant mâle et l'héritier du château familial dans le Finistère.
J'y retourne de plus en plus parce que j'ai une superbe propriété dont il faut que je m'occupe. Il s'appelle Cargournadère, qui se trouve sur la commune de Clédère. C'est le dernier château fort qui a été construit en France, mais un point d'honneur d'essayer de conserver ce patrimoine familial qui est dans la famille depuis les années 1600 et quelques. C'est mon essence. Rien qu'à l'odeur, j'arrive à Morlaix. C'est tout ce que j'ai respiré, disons, de mes veines, mon sang, ma vie. Et j'arrive ici, je me sens très bien chez moi. C'est la patrie totale, je dirais, dans le bon sens du terme, bien entendu. Le tango, la danse des déracinés, des apatrides, des immigrants. Toute l'âme de l'Argentine s'y reflète. Voici le quartier qui lui donna naissance. San Telmo, concentré autour de cette église, San Pedro Telmo, du nom du saint patron des navigateurs. Cette culture argentine, je vais l'évoquer également avec un autre breton, Yann Lorveau. Un fils d'immigrants aussi, à leur façon, fier de ses racines. Je suis un breton de Paris parce que vous savez qu'il y a eu une immigration de la pauvreté de la province, de la Bretagne vers Paris. Donc voilà, et je suis heureux d'être un breton. Vous savez que ce sont souvent des gens qui sont partis faire le ménage à Paris. Je suis heureux aujourd'hui d'être un fils de breton, quelque part, qui, j'espère, quelque part, a réussi sa vie professionnelle et donne une belle image de mon pays et à travers ça, peut-être aussi de ma région. Je ne vais pas dire que je ne suis pas dans la revanche, parce que je me positionne pas par rapport à ça. Mais bon, voilà, si ça peut donner une image positive, eh bien, tant mieux. Cet ancien enseignant, devenu diplomate, a parcouru l'Amérique latine pendant 20 ans, avant de revenir en Argentine comme directeur de l'Institut français, un pays qu'il a connu il y a plus de 10 ans. Donc moi, j'arrive en 2004 où le pays vraiment, c'est-à-dire au fond du trou. Et donc moi, de 2004 à 2008, je connais finalement une sorte de reconstruction, de renaissance. Donc j'ai envie de vous dire que j'ai eu une chance historique. J'ai connu de 2004 à 2008 une Argentine qui a rebondi. Et j'arrive à un moment donné où on sent que de nouveau l'Argentine redécolle, ou en tout cas a envie de redécoller. Et cela tombe bien car les projets et partenariats culturels sont nombreux là où il est. La clé de voûte de la relation franco-argentine, le fil rouge, ce qui dure dans le temps, c'est vraiment cette relation culturelle au sens large. Je vais juste parler des 3 derniers mois de 2016, où, entre autres, on a pu accueillir Houellebecq, Depardieu, Isabelle Huppert, Jean-Paul Gaultier. Et puis on a décidé aussi, avec l'ambassadeur, d'ouvrir l'ambassade de France et les salons du palais qui accueille l'ambassade de France, de l'ouvrir à la culture argentine également, et de rendre hommage à une partie de la culture argentine en organisant ce qu'on appelle une milonga, dans ces grandes fêtes de tango. Bienvenue à Santiago du Chili. Autant Buenos Aires est plate, nichée dans la pampa, autant Santiago est tout en courbe et en dénivelé. La plus belle vue se trouve ici, en haut de la colline San Cristobal, qui culmine à 860 mètres. On peut y accéder via ce téléphérique tout juste rénové, et l'on arrive sur cette placette dédiée à une grande dame du pays, Gabriela Mistral, première femme poète et première écrivain sud-américain à obtenir le prix Nobel de littérature au sortir de la guerre. Au loin se découpe la skyline de San Nathan, contraction de Manhattan et de Santiago, dans la brume, en raison de la pollution et des incendies au loin. En contrebas, on retrouve de la fraîcheur, de la verdure et des cyclistes dans le parc métropolitain, le plus grand d'Amérique latine et le 4e au monde, ainsi que dans la jolie avenue Pedro de Valdivia, qui nous rappelle que Santiago fut fondée par ce conquistador espagnol en 1541. C'est dans ce quartier résidentiel
que vivait l'écrivain Pablo Neruda, autre prix Nobel de littérature. Sa maison, la Chascona, l'ébouriffée, surnom donné à sa troisième femme, abrite désormais un musée qui accueille 500 visiteurs par jour. Nous sommes ici dans le quartier des Français. Beaucoup résident ici. Ils sont d'ailleurs nombreux dans ce petit pays de 17 millions d'habitants. 12 000 sont ainsi enregistrés sur les registres du consulat au Chili, soit 2 000 de plus qu'en Argentine, un pays pourtant 2,5 fois plus grand. Comme à Buenos Aires, il y a ici aussi comme un petit air français qui plane sur cette terre des Indiens Mapuche. D'un côté, on peut voir la reproduction du Petit Palais de Paris, donc qui est le musée de Beaux-Arts, qui était l'école des Beaux-Arts au Chili. Et ces bâtiments, pareil que les statues de la Marianne qui a été offerte pour la communauté française à la ville de Santiago et à l'État chilien, lorsqu'on a commémoré les 100 ans de l'indépendance. Donc on est devenu indépendant le 12 février 1810. Une présence française bien visible donc ici. Notre guide connaît d'ailleurs la France et même la Bretagne. Je suis allée Côte d'Armor pour visiter les menhirs et les dolmens. Point commun avec le Chili, surtout ses côtés maritimes. Les poissons, les fruits de mer, ses côtés sauvages, ses côtés jolis et ses côtés patrimonial. On poursuit notre balade dans le quartier de Bella Vista, réputé pour ses maisons colorées et son street art. Au détour d'une ruelle, nous tombons sur ce stand de crêpes et ce Gwenadu. Derrière le bilig, Elouen nous raconte qu'il habite ici depuis 2 ans. Cet ancien étudiant en histoire, inconditionnel de la série Les Mystérieuses Cités d'Or, a longuement bourlingué à travers l'Amérique du Sud avant de poser ses valises au Chili. Bon, ça fait peut-être 10 ans que j'avais cette idée-là de venir ici m'installer pour faire des crêpes. Mais bon, après, il fallait que je vienne voir un peu comment ça se passait ici, quel pays était les plus stable économiquement, on va dire. Le Chili, c'est le plus stable. Mais je crois que c'est un bon choix au final, parce que, bon, premièrement, ils ont du blé noir, ce qu'on ne trouve pas beaucoup en Amérique du Sud, sinon, je pense pas. Et donc voilà, c'est bien pour que les Chiliens découvrent la galette. Je crois qu'il faut du blé noir, et bon, ça sert à rien de l'importer, quoi. En revanche, il constate que la vie n'est pas facile ici. C'est très capitaliste, donc faut apprendre à vendre. Tout s'achète, tout se vend, faut payer pour tout. C'est rien n'est gratuit, quoi. Par exemple, ici, avoir des enfants, ça coûte cher. Se soigner, ça coûte cher. Donc si on veut avoir des enfants, si on veut se soigner, il faut avoir un bon compte en banque. Pour payer une bonne école, il faut débourser pour son enfant par mois, il faut débourser 200 000 pesos. Donc avec un salaire de 300 000, c'est pas la peine. Donc du coup, ils ont tous ici, ils sont débrouillards. C'est des entrepreneurs aussi, les Chiliens. On se capitalise, donc du coup, ils sont tous entrepreneurs. Ils font tous quelque chose. S'ils ont un petit travail, ils vont tous faire quelque chose à côté pour mettre du beurre dans les épinards, parce que sinon, c'est pas vivable. Une nation dure, qui a également connu sa dictature. Ses centres de torture, où plus de 30 000 jeunes ont été torturés et 3 000 ont péri. Et ses coups d'État. Celui du 11 septembre 1973 reste dans tous les esprits. Le gouvernement du premier président socialiste démocratiquement élu, Salvador Allende, est renversé par une junte menée par Augusto Pinochet. Ce musée rappelle cet épisode marquant de l'histoire chilienne. Allende se serait suicidé dans le palais de la Moneda sous les bombes putschistes. Quant à Pinochet, il dirigea, comme on le sait, le pays d'une main de fer pendant 17 ans jusqu'en 1990 et mourut en 2006 à 91 ans sans jamais avoir été jugé. Aujourd'hui, les armes se sont tues. Michelle Bachelet, qui a elle-même été torturée et qui a perdu son père dans les geôles militaires, est revenue au pouvoir. Et la place des armes, à l'opposé de son nom, s'est transformée en scène de fête, avec ses artistes de rue et ses danseurs de cueca, la danse nationale. La vraie capitale des artistes de rue n'est pas Santiago pourtant, mais Valparaíso, la vallée du paradis. Nous rejoignons la cité mythique distante d'environ 120 km par la route. Une route qui serpente à travers les vignes et les domaines viticoles,
qui nous rappelle que nous sommes bien dans un pays producteur de vin, comme l'Argentine. Aux portes de Valpo, Viña del Mar, la plus célèbre des stations balnéaires du pays, et Romain, un jeune breton créateur d'entreprise, nous accueille. Ce Quimpérois, qui a développé la plateforme controversée Uber, s'est lancé dans une nouvelle aventure ici. Il vient de créer un site à destination des monteurs vidéo notamment. Strime, c'est une plateforme de validation de projets vidéo. L'objectif, c'est de permettre aux professionnels de la vidéo de valider leur production avec leurs clients. Donc, ils vont mettre leur production sur la plateforme. Et je me concentre quasiment à plein temps maintenant sur Strime, qui a été accepté récemment dans un programme qui s'appelle Startup Chile, qui est un programme d'accompagnement de start-up mis en place par le gouvernement chilien. Je pense que le Chili est assez promoteur de ce type de projet, parce que c'est une économie qui jusque-là était fortement basée sur l'exploitation minière, qui est un secteur d'activité qui va s'essouffler d'ici quelques années. Je pense que d'ici 20 ou 30 ans, ils auront épuisé leurs ressources. Donc il faut absolument qu'ils trouvent d'autres secteurs d'activité à développer. Et l'économie numérique et les startups sont un secteur sur lequel le Chili est en train de parier et de mettre des moyens. Si Romain semble bien s'accommoder de la politique libérale et du capitalisme pointé du doigt par Elouen, sa compagne Hélène, elle, s'est lancée dans l'humanitaire et le bénévolat. Hélène, elle a une formation et elle a travaillé comme gestionnaire de copropriété, syndic en France. En arrivant ici, moi j'avais mon activité, mais elle se posait la question de savoir ce qu'elle allait pouvoir faire. Et elle a assez rapidement trouvé à faire du volontariat dans une ONG qui s'appelle Techo, qui est une structure qui aide à la construction de logements décents dans ce qu'on appelle ici les campamentos. Donc ce sont des quartiers pauvres en fait. Il y a une vraie pauvreté. Il faut savoir que le Chili, c'était jusqu'à très récemment le pays où il y avait le plus d'inégalités en Amérique du Sud. Une pauvreté que l'on ressent, mais avec une certaine gaieté à Valparaiso. La capitale culturelle du pays, aux 42 collines, est une ville étendue, très colorée, bariolée et vraiment en pente. Elle est une ville de marins aussi, avec cette maison où séjourna l'écrivain navigateur Pierre Loti. Et c'est une ville de Bretons surtout, avec sa propre rue des Bretons. Nous allons d'ailleurs rencontrer notre tout dernier Breton. On prend un funiculaire pour rencontrer Kevin, un artiste de rue, comme son père et sa mère avant lui. Cela fait 11 ans qu'il habite au Chili. Je suis tombé dans le théâtre de rue quand j'étais petit, ça il n'y a pas aucun doute. Claude Morizur, mon père, Michel Bosser, ma marraine, Françoise Morizur, ma maman. Des inconditionnels du théâtre de rue en Bretagne. Et quand j'étais petit, j'ai vu passer beaucoup d'artistes qui venaient par la route la plupart du temps et arrivaient jusqu'au fin fond du Finistère. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la route. Et je suis tombé nez à nez avec Valparaiso et ses collines. Et j'ai décidé de m'installer. Après quelques tribulations à droite à gauche, j'ai décidé de poser mes valises à Valparaiso. On a un festival ici à Valparaiso, le festival Théâtre Container. On a fait la 5e édition cette année, tous les 2 ans. On dissémine des containers dans la ville, on invite des compagnies à travailler avec le format container. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux artistes de faire une création avec le container comme objet principal, comme médium. Et puis là, cet été, on était en Bretagne, on était à Brest pour les fêtes maritimes. On avait une proposition devant le Fourneau, sur le port de commerce, avec des containers écrasés, comme s'ils étaient tombés du ciel, averse de containers. Et c'est donc un travail qu'on a réalisé en Bretagne. On a créé une relation, un accord de coopération entre le Fourneau à Brest et Théâtre Container à Valparaiso. Moi, j'ai un rêve, je vais vous le dire, mais je crois que Valparaiso a le droit de se jumeler avec Brest et Brest a l'honneur de se jumeler avec Valparaiso. On va y arriver. Là. En attendant ce jumelage, lui-même a renoué les fils de sa propre histoire. Il a retissé les liens sur les traces de ses ancêtres. Quand j'étais petit, je me souviens très bien que chez ma mamie, à Quimper, j'entendais parler de l'oncle d'Amérique. Alors, je le voyais à Las Vegas ou à San Francisco, et non, pas du tout, il était au Chili en fait. Et c'est un arrière-grand-oncle qui est arrivé ici en 1912. Il était chez les franciscains, il venait de séminaire de Pont-Croix. Et il est arrivé au Chili comme missionnaire. Il a avorté la mission, non, il est tombé amoureux d'une Espagnole et il a quitté la religion.
Et il est resté vivre ici. Il n'est jamais rentré en France. Il est enterré à Santiago du Chili. Et la première année, quand je suis arrivé ici au Chili, j'ai cherché dans l'annuaire et je suis allé à la rencontre de ma famille sur Santiago. Et puis de là a commencé la relation entre... On a renouvelé un peu les contacts entre la famille bretonne et la famille chilienne. La Bretagne me manque. Je crois que le fait de m'être installé dans un port, déjà ça me calme. Ainsi se termine ce Breton d'ailleurs dans ce qui est sans doute la plus bretonne des villes d'Amérique du Sud, Valparaiso, Valpo pour les intimes. Je vous dis au revoir après ces 3 villes assez intenses, Buenos Aires, Santiago et Valparaiso. Et quand on est un peu fatigué au Chili, on dit ciao pescao. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.